Quelque chose d'inhabituel vient de se produire à Moscou. Le directeur de la CIA, John Ratcliffe, s'est rendu dans la capitale russe pour rencontrer de hauts responsables du renseignement à bord d'un avion militaire américain C-17 transitant par Riga avant d'atterrir à l'aéroport de Vnukovo. Il n'a pas rencontré Vladimir Poutine en personne, mais le Kremlin affirme que le président russe a été informé du contenu des échanges. La Maison-Blanche, de son côté, est restée étonnamment discrète. Donald Trump a qualifié ce déplacement de semi-routinier, tout en laissant entendre qu'il pourrait avoir des conséquences sur le dossier ukrainien. Ce contraste mérite qu'on s'y attarde. D'un côté, un silence quasi total sur le fond des discussions. De l'autre, l'utilisation de l'un des canaux les plus sensibles qui existent entre deux puissances nucléaires. On n'envoie pas le chef du renseignement américain à l'étranger pour de la diplomatie de façade. Ce type de déplacement sert quand un message doit rester précis, discret et à l'abri de la mise en scène qui entoure habituellement les négociations officielles. Alors, qu'est-ce qui a justifié d'envoyer le plus haut responsable du renseignement américain en territoire russe? Le moment choisi n'est pas anodin. La dernière visite connue d'un directeur de la CIA en Russie remonte à novembre 2021, quand William Burns s'était rendu à Moscou pour rencontrer Nikolaï Patrouchev, quelques mois avant l'invasion de l'Ukraine. L'histoire ne se répète pas mécaniquement, mais ce genre de déplacement de très haut niveau survient généralement quand les gouvernements estiment que le risque, l'opportunité, ou les deux à la fois, ont atteint un seuil inhabituel. Si cette analyse vous intéresse, abonnez-vous à La Voix des Nations pour suivre l'actualité géopolitique sans le tapage médiatique habituel. Ce que l'on sait vraiment. Avant d'aller plus loin, séparons les faits vérifiés des hypothèses. Ratcliffe a quitté Washington un dimanche, a transité par la Lettonie, puis a rejoint Moscou le mardi. Washington avait discrètement demandé à l'Ukraine de suspendre ses frappes de drones et de missiles sur Moscou et d'autres villes russes pendant la durée du séjour. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a confirmé que Ratcliffe s'était entretenu avec des responsables du renseignement russe sans rencontrer Poutine. Plusieurs médias américains, citant des sources proches du dossier, avancent que l'objectif principal de la visite était de mettre en garde Moscou contre toute tentative de tester l'OTAN par une incursion limitée sur le territoire d'un pays voisin, alors que la guerre en Ukraine s'enlise sans issue depuis plus de 4 ans. D'autres sources évoquent un second volet. Ratcliffe aurait également encouragé la Russie à réduire son soutien économique et militaire à l'Iran dans le cadre de la pression américaine sur Téhéran et sur la réouverture du détroit d'Ormuz. Il n'existe aucune preuve publique que Ratcliffe ait apporté un projet de traité secret, proposé un allègement des sanctions, ou négocié directement avec Poutine. Cette nuance compte. Mais il n'y a pas non plus de raison de considérer cette visite comme insignifiante. Le lendemain de son retour, Ratcliffe et le chef du renseignement extérieur russe, Sergei Naryshkin, se sont d'ailleurs parlé au téléphone et ont convenu de maintenir des contacts réguliers entre leurs agences. Un premier échange de ce type depuis plus de 2 ans. Tester le prix minimum d'un cessez-le-feu. La première hypothèse, la plus immédiate, est que Washington cherche à connaître le prix réel que Moscou est prêt à payer pour arrêter les combats. La Russie contrôle aujourd'hui environ 1/5 du territoire ukrainien. Elle veut qu'un futur règlement politique reconnaisse ce qu'elle appelle les réalités du terrain. Kiev, à l'inverse, refuse tout accord qui viendrait récompenser durablement l'agression. Washington peut proposer un cessez-le-feu, des échanges de prisonniers, des mécanismes de surveillance ou des incitations économiques, mais rien de tout cela ne règle le nœud territorial. Le premier travail d'un canal discret comme celui-ci consiste peut-être simplement à identifier le minimum que chaque camp accepterait avant que des négociations formelles ne deviennent possibles. Quel est le prix plancher de Poutine pour arrêter la guerre? Ce prix pourrait porter sur le territoire les sanctions, des garanties de sécurité, des restrictions sur les déploiements militaires ou une combinaison de tout cela. Washington n'a pas besoin d'accepter ces exigences pour en tirer un bénéfice. Il lui suffit de savoir si l'écart entre les positions est franchissable. Si mettre fin à la guerre suppose d'accepter un contrôle russe durable sur une partie du territoire ukrainien, l'administration américaine ferait-elle pression sur Kiev pour qu'elle l'accepte ou jugerait-elle le prix de Poutine trop élevé? C'est précisément là que la diplomatie devient politiquement explosive. Un compromis que Washington qualifierait de réaliste pourrait ressembler à une capitulation vue de Kiev. Un accord que Moscou présenterait comme une victoire pourrait alarmer la Pologne, les pays baltes, le Royaume-Uni et la France, qui redoutent qu'un accord récompensant une conquête territoriale ne fasse que reporter une future confrontation. Un conflit gelé plutôt qu'un traité de paix. Le scénario le plus plausible n'est peut-être pas un grand traité de paix, mais un conflit gelé.
Les combats de grande ampleur s'arrêtent. Les lignes de front se figent à peu près là où elles se trouvent. Les différends de souveraineté les plus difficiles sont reportés plutôt que résolus, et un dispositif de surveillance internationale est mis en place. Washington pourrait présenter cela comme la fin de la guerre. Moscou dirait que la réalité du champ de bataille l'a emporté. Kiev affirmerait n'avoir jamais renoncé légalement à ses revendications. Ce genre d'ambiguïté paraît instable, mais beaucoup d'accords géopolitiques survivent précisément parce que chaque camp peut présenter le résultat différemment chez lui. C'est pour cette raison que l'architecture d'un éventuel règlement compte davantage que l'annonce d'un cessez-le-feu. Un cadre durable devrait reposer sur plusieurs piliers. Une ligne de contact définie avec suffisamment de précision pour que chaque camp sache ce qui constitue une violation. Des mécanismes de vérification robustes avec surveillance satellite, rapports partagés, observateurs tiers et lignes directes militaires. Une forme crédible de garantie de sécurité à long terme pour l'Ukraine, sans que cela signifie nécessairement une adhésion à l'OTAN. Et enfin, un allègement des sanctions conditionnelles et réversibles liées à une conformité vérifiée, avec des clauses de rétablissement automatique en cas de violation. Washington et Moscou peuvent explorer des conditions, mais ils ne peuvent pas faire disparaître la souveraineté ukrainienne par une simple entente bilatérale. Tout arrangement que Kiev rejetterait en bloc serait difficile à stabiliser, car le pays censé vivre sous ce règlement n'aurait guère de raison de le défendre politiquement. Contrôler l'escalade autant que négocier la paix. Une deuxième hypothèse mérite d'être prise au sérieux. Ce canal de communication pourrait servir davantage à limiter les risques d'escalade qu'à préparer une paix. Les États-Unis et la Russie détiennent à eux seuls l'immense majorité des armes nucléaires mondiales. Leurs intérêts se croisent en Ukraine, dans l'Arctique et au Moyen-Orient. Un canal de renseignement confidentiel permet à chaque camp de signaler qu'une frappe reste limitée, de mettre en garde contre le franchissement d'une ligne rouge ou de préciser les conséquences d'un geste donné. En période de tension extrême, prévenir un dérapage peut être presque aussi important que négocier la paix elle-même. Le champ de bataille fait d'ailleurs de plus en plus partie de la négociation. Poutine a averti que des attaques contre les infrastructures économiques russes entraîneraient des représailles contre des cibles économiques ukrainiennes sensibles. L'Ukraine continue de frapper des infrastructures militaires et économiques à l'intérieur du territoire russe. Zelensky a évoqué une fenêtre pour une médiation américaine s'étendant jusqu'en 2027. Les deux camps ont donc intérêt à améliorer leur position avant qu'une éventuelle ligne de cessez-le-feu ne se fige, ce qui crée le paradoxe habituel des diplomaties de guerre. La perspective de négociation peut intensifier les combats, chacun voulant obtenir une meilleure carte avant que celle-ci ne devienne définitive. Les sanctions comme monnaie d'échange. Les sanctions ne sont pas une simple punition, ce sont des instruments de négociation. Si Washington maintient une pression maximale indéfiniment, quel que soit le comportement russe, Moscou n'a guère de raison économique de composer. Si Washington lève la pression trop vite, il risque d'enseigner au Kremlin que la persévérance militaire finit par être récompensée politiquement. Une structure envisageable serait progressive plutôt que spectaculaire. D'abord un cessez-le-feu, puis une vérification, des échanges de prisonniers, des restrictions sur certains déploiements militaires, et enfin un allègement ciblé des sanctions en échange d'une conformité mesurable. Cela ne signifierait pas que Washington fait soudainement confiance à Moscou, mais que chaque concession serait échangée contre quelque chose de concret. La Russie, de son côté, pourrait estimer que le temps joue en sa faveur. Gains militaires supplémentaires, unité occidentale déclinante, lassitude politique américaine croissante. Washington doit donc convaincre la Russie que l'attente a un coût, défense ukrainienne renforcée, frappe continue, pression économique accrue ou offre diplomatique moins avantageuse plus tard, l'ombre de la Chine. Il existe aussi une hypothèse plus large. Washington pourrait raisonner au-delà du seul dossier ukrainien. Depuis l'invasion à grande échelle, la Russie s'est rapprochée économiquement et stratégiquement de la Chine. Les sanctions occidentales ont réorienté les échanges commerciaux, énergétiques, financiers et technologiques russes vers l'Est. Le commerce entre la Russie et la Chine a atteint environ 159 milliards de dollars au premier semestre 2026, en hausse d'environ 26%, accompagné d'un renforcement des liaisons logistiques transfrontalières. Cela ne signifie pas que Moscou devient un satellite de Pékin, ni que Washington pourrait, par un seul accord, détacher la Russie de la Chine. La relation est trop profonde et trop utile aux deux parties pour une théorie aussi simple. Mais la stratégie américaine n'a pas besoin de retourner la Russie contre la Chine pour en tirer un avantage. Il suffit peut-être d'empêcher que ce rapprochement ne se resserre encore davantage.
Réduire la tension en Europe pourrait permettre à Washington de concentrer davantage de moyens militaires et diplomatiques sur l'Indo-Pacifique, où la Chine défie la puissance américaine, pendant que l'Iran continue de mobiliser l'attention au Moyen-Orient. Les ressources américaines, aussi puissantes soient-elles, restent finies en navires, en systèmes de défense antiaérienne, en capacité de renseignement et en attention politique. L'Europe, principal obstacle potentiel. L'Europe pourrait toutefois devenir le principal obstacle à un rapprochement rapide entre Washington et Moscou. Le Royaume-Uni et la France continuent de promettre un soutien militaire renforcé à Kiev. Plus de 50 pays ont récemment réaffirmé leur soutien à la souveraineté ukrainienne aux Nations Unies. L'Union européenne a approuvé une nouvelle enveloppe de 6,1 milliards d'euros pour la défense ukrainienne, incluant défense antiaérienne, missiles, munitions et radars. Si Washington et Moscou venaient à converger vers un accord que Kiev et une partie de l'Europe rejetteraient, la question deviendrait: qui définit réellement la sécurité européenne? La Russie n'a pas besoin de vaincre militairement l'OTAN pour tirer profit d'une division politique. Il lui suffit que Washington, Kiev et les grandes capitales européennes privilégient des issues différentes. C'est pourquoi le langage employé par la Maison-Blanche dans les semaines à venir mérite une attention particulière. Parle-t-on encore de restaurer l'intégrité territoriale ukrainienne ou de plus en plus de issues réalistes? L'allègement des sanctions devient-il conditionnel plutôt qu'impensable? Les garanties de sécurité pour l'Ukraine sont-elles dissociées de ses revendications territoriales? La politique se déplace souvent d'abord dans le langage avant de se déplacer dans les traités. Et si les discussions échouent? Il existe aussi un scénario d'échec, tout aussi révélateur. Si Washington en venait à conclure que Moscou utilise ces discussions pour gagner du temps, plusieurs options s'offriraient à la Maison-Blanche. Intensifier les sanctions, élargir le soutien militaire à l'Ukraine, exiger que les alliés européens portent une part plus lourde du fardeau, ou au contraire, réduire l'implication directe des États-Unis. La Russie pourrait elle aussi parier sur la lassitude politique américaine, estimant que la pression intérieure finira par réduire la volonté de Washington de soutenir l'Ukraine sur la durée. Dans ce cas, le temps lui-même devient une arme. C'est ce qui explique pourquoi un canal de renseignement discret garde son utilité, même en cas d'échec des négociations. Il permet à Washington de déterminer si une réelle flexibilité existe à Moscou ou si la Russie se contente de gagner du temps tout en cherchant à améliorer sa position sur le terrain. Les signaux à surveiller. Un seul déplacement de responsable du renseignement peut relever de l'exploration ponctuelle. Des contacts répétés à haut niveau commencent à ressembler à un canal durable. Un canal durable suivi de changements de politique commence à ressembler à une négociation. Une négociation suivie de concessions réciproques commence à ressembler à un accord. Les prochains signaux concrets à surveiller sont clairs. L'évolution des sanctions, les livraisons d'armes occidentales, les autorisations de frappe accordées à l'Ukraine, les mouvements de troupes russes, et surtout, la question de savoir si un autre haut responsable américain se rendra à son tour à Moscou. Si le discours russe s'adoucit sur la question territoriale ou si celui de Washington évolue sur les sanctions et les garanties de sécurité, ce déplacement de Ratcliffe apparaîtra alors moins comme un contact de routine que comme le premier geste d'un processus de négociation plus vaste. Paix durable ou trêve fragile? Cela ramène à la question la plus difficile. Si Trump parvient à arrêter les combats, mais que la Russie conserve une part substantielle du territoire ukrainien, s'agit-il d'une paix ou du premier chapitre d'une future confrontation? Un cessez-le-feu pourrait sauver des vies, réduire le risque nucléaire, stabiliser les marchés de l'énergie et diminuer les chances d'un affrontement direct entre la Russie et l'OTAN. Ce ne sont pas de minces avancées, mais un règlement mal conçu créerait des incitations dangereuses. Si la force militaire produit des gains territoriaux durables, d'autres gouvernements dans le monde en tireront des leçons. Si l'Ukraine reçoit des garanties de sécurité trop faibles, Moscou pourrait estimer qu'une nouvelle vague de pression finira par payer plus tard. Si la Russie ne retire aucun bénéfice économique crédible de sa conformité, elle aura peu de raisons de maintenir l'accord. Et si les sanctions disparaissent sans conditions applicables, Washington perd tout son levier. Les faits vérifiés restent, pour l'instant, limités mais significatifs. Ratcliffe s'est rendu à Moscou. Il a rencontré des responsables du renseignement russe. Il n'a pas rencontré Poutine. Le Kremlin affirme que ce dernier a été informé. Et Trump a qualifié le déplacement de semi-routinier en évoquant un lien possible avec le dossier ukrainien. Tout ce qui dépasse ces faits relève de l'analyse, non de la révélation confirmée. Mais les possibilités stratégiques, elles, sont bien réelles.
Washington teste peut-être les conditions minimales de Poutine. Il établit peut-être un canal de contrôle de l'escalade. Il explore peut-être un cadre de cessez-le-feu. Il envisage peut-être les sanctions comme un levier progressif. Il tente peut-être d'empêcher un rapprochement encore plus poussé entre la Russie et la Chine. Ou il teste simplement la volonté de Moscou de négocier avant d'arrêter une politique plus dure. Le développement le plus révélateur ne sera probablement pas une déclaration spectaculaire dans les prochains jours, mais un schéma qui se dessine dans la durée. La visite de Radcliffe ne prouve pas l'existence d'un accord secret. Elle prouve quelque chose de plus limité, mais tout aussi important. Washington et Moscou estiment qu'une communication directe, à un niveau extrêmement sensible, vaut la peine d'être rouverte alors que la guerre reste active. C'est là qu'en est l'histoire aujourd'hui. Et si un accord doit un jour voir le jour, il ne sera pas révélé par un seul titre de presse, mais parce que chaque camp sera réellement prêt à céder. Merci d'avoir suivi cette analyse jusqu'au bout. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Selon vous, les sanctions doivent-elles rester intactes jusqu'à un règlement final ou être utilisées comme levier de négociation étape par étape? Abonnez-vous à La Voix des Nations et activez la cloche pour ne rien manquer des prochains développements.